Salut à tous et bienvenue dans le podcast Ascension, c'est Léo et aujourd'hui je te parle des muscles antagonistes en escalade. C'est marrant parce qu'en fait j'étais persuadé d'avoir fait cet épisode parce que si vous suivez le podcast depuis longtemps, vous savez que j'avais fait une série sur un peu toutes les qualités physiques, voilà la force doigt, la réside doigt, la puissance bras, etc. etc. Et en fait j'étais persuadé d'avoir fait le podcast sur les antagonistes et en cherchant un sujet d'épisode pour cette semaine, en fait je me suis rendu compte que j'avais jamais parlé des antagonistes et en fait c'est un sujet qui est vraiment hyper important pour la préparation physique en escalade. Du coup je commence tout de suite par le petit paragraphe d'introduction et aujourd'hui on va parler des antagonistes tout simplement. Donc en escalade on parle beaucoup de muscles de tirage, les doigts, les biceps, le grand dorsal, les trapèzes, peu importe, mais beaucoup de grimpeurs oublient les muscles antagonistes. Et pourtant c'est probablement l'un des leviers les plus simples et les plus efficaces pour réduire le risque de blessure et améliorer ta solidité globale. Dans cet épisode, je vais t'expliquer simplement ce que sont les antagonistes, pourquoi c'est intéressant de les travailler et surtout comment les intégrer concrètement à ton entraînement sans te compliquer la vie. Donc pour faire très simple, je vais commencer par le sommaire du podcast. Dans un premier temps, je vais redire voilà qu'est-ce que c'est les muscles antagonistes et on verra que c'est pas vraiment des muscles antagonistes, c'est plutôt des muscles synergistes. Mais voilà, je vais reparler de tout ça. Pourquoi les travailler? Ensuite, voilà, que dit la science par rapport à tout ça? Je vais te montrer que c'est un énorme retour sur investissement, en fait, et pourquoi c'est un énorme retour sur investissement de travailler tes antagonistes, la fréquence recommandée, et je vais aussi en fait te montrer concrètement un exemple de séance. D'ailleurs, j'anticipe déjà, mais tu as juste à m'envoyer antagoniste sur Instagram, au singulier ou au pluriel, peu importe, sur le compte Ascension ou sur le compte Léo Pazek, et je te partagerai du coup le résumé de la séance sous forme de fichier Google Sheets avec tous les liens de toutes les vidéos, de tous les exercices, etc. Mais voilà, je vais passer du coup en description cette séance-là d'antagoniste, qui est une séance type, on va dire, et je te dirai enfin les erreurs à éviter, les erreurs classiques, voilà, que peuvent faire les gens par rapport aux antagonistes, et voilà, conclusion de l'épisode global. Donc je commence tout de suite. Qu'est-ce que c'est concrètement les antagonistes? On parle souvent des muscles de poussée et des muscles de tirage. Pour faire vraiment très très simple, j'aime bien cette approche parce que ça montre que la personne aussi s'intéresse un petit peu à la biomécanique. Et voilà, en gros, il y a les muscles de poussée, il y a les muscles de tirage. Enfin voilà, il y a des patterns de mouvement, la poussée et le tirage. Et certains muscles sont plus ou moins sollicités sur un pattern plutôt que sur un autre. Donc là, pour le coup, en général, quand on parle d'antagonistes pour l'escalade, on va parler des muscles de poussée, donc les pectoraux, les épaules, les triceps, les extenseurs des doigts, des poignets, etc. Enfin voilà, en gros, tout ce qui oppose un peu les fléchisseurs des doigts et les fléchisseurs du coude, pour faire vraiment très simple. Et là où il faut apporter quand même pas mal de nuances, c'est que il n'y a jamais un muscle qui est agoniste et antagoniste au sens propre. C'est-à-dire que même si vous faites juste un curl biceps, donc que vous fermez votre coude, donc vous rapprochez votre poignet de votre épaule, le muscle agoniste serait le biceps et l'antagoniste le triceps, mais en fait il y a tellement d'autres muscles qui sont engagés dans le mouvement, qui sont stabilisateurs, etc., etc., qu'en fait on parle vraiment de synergie. Donc en fait tous les muscles agissent en synergie, et on parle de chaînes de tirage, de chaînes de poussée, etc. Et en fait, ce qu'il faut retenir, c'est juste que l'escalade en elle-même, donc le fait de grimper, va créer plus ou moins des déséquilibres. Pour faire très simple, l'escalade va te rendre très fort en rotation interne au niveau de l'épaule, parce que si tu mimes le mouvement, c'est comme si en fait tu arquais une prise par exemple avec ta main droite et que tu venais passer un peu ton épaule au-dessus de la prise, tu remarques que quand tu fais ce mouvement-là, tu es clairement en train de faire une rotation interne au niveau de l'humérus, donc de l'os du bras. Donc ça, c'est un pattern qui est entraîné par l'escalade, donc cette rotation interne. Et souvent, en fait, les grimpeurs ont ce qu'on appelle la posture du grimpeur, où ils ont les épaules qui sont vachement enroulées vers l'avant, parce qu'il y a des muscles qui sont plus tendus que d'autres et d'autres qui sont plus forts que d'autres. Ça crée des déséquilibres, etc. Mais tout ça pour retenir que voilà, la pratique de l'escalade en elle-même, si vous grimpez juste, que vous faites pas de renfo ou d'autres sports ou quoi que ce soit, vous allez avoir des muscles qui vont devenir très forts et d'autres qui vont devenir très faibles. Enfin, il serait plus fort que si vous étiez sédentaire à rien faire, mais il reste faible comparé à vos muscles qui sont forts. Et dans ces muscles-là, on a du coup les patterns en gros qui reviennent, c'est la rotation interne de l'épaule, c'est l'extension du coude, donc tout ce qui va être les mouvements de poussée, comme par exemple les pompes, les dips, le développé couché, peu importe. Et là, je parle pas encore des jambes, comme par exemple le fait que on est vachement en flexion de genoux, donc au niveau des ischios, et pas tant en extension. Enfin voilà, après, voilà, c'est tellement
spécifique au mouvement enfin du bloc ou de la voix qu'on est en train de faire, que je vais pas me perdre dans de la spécificité inutile dans ce podcast-là. Je veux juste vous dire, voilà, dans cette première partie, sur qu'est-ce que c'est les antagonistes, pour qu'on soit bien clair sur de quoi je vais parler pendant le podcast. Pour faire simple, c'est les muscles de poussée, donc les pectoraux, les épaules, les triceps, etc. Et ne vous dites pas qu'il y a des muscles qui sont antagonistes et d'autres agonistes. Dites-vous que c'est plutôt une synergie avec un certain pourcentage d'activation et que voilà, au sens strict du terme, il n'y a pas vraiment de muscles agonistes ou antagonistes, mais c'est juste un raccourci de langage que tout le monde utilise. Et enfin voilà, j'ai déjà entendu plein de grimpeurs dire aujourd'hui je fais les antagonistes ou je fais des antagonistes pour réduire mon risque de blessure, etc. Et c'est pas vraiment des antagonistes, mais voilà, on n'est pas là pour chipoter sur les mots. Je suis juste là pour remettre des définitions et être clair sur ce dont je vais parler dans ce podcast. Donc maintenant que tout ce petit rappel est fait, pourquoi travailler ces antagonistes? Parce qu'on pourrait se dire, bon bah voilà, je fais de l'escalade, je fais de la prépa physique, je fais des suspensions, je fais des tractions, etc. Je fais du gainage, bah ça suffit, j'ai pas besoin de plus que ça. Les antagonistes, bon bah c'est pas grave, j'en ai pas besoin. Et en fait, c'est une erreur de penser comme ça, parce que du coup, comme je l'ai dit juste avant, vous allez, via votre pratique de l'escalade, et en plus par le renfort que vous allez rajouter par-dessus, si jamais vous faites du renfort, vous allez créer des déséquilibres, parce que il y a certains muscles qui vont devenir beaucoup trop forts comparés à d'autres, et ça peut créer sur du plus long terme des tensions, des blessures, etc. sur ces chaînes qui sont restées un peu plus faibles que d'autres. Donc d'un point de vue purement pragmatique, on travaille les antagonistes pour réduire son risque de blessure. Ça, c'est vraiment la raison numéro 1. Et ça, c'est aussi backé par la science. Pourquoi je parle de science là? Parce que c'est toujours intéressant de faire un petit rappel, de dire que voilà, on se renseigne sur les études scientifiques et qu'on cale pas des blocs dans notre entraînement sans raison derrière. Et la science, elle est très claire à ce sujet-là. Hein. C'est que en fait, n'importe quel entraînement en résistance, donc en gros n'importe quel entraînement en musculation, hein, si on schématise, dans le cadre d'une activité physique et sportive, en fait, ça va améliorer votre longévité, parce que vous allez améliorer votre tolérance à la charge, et peu importe quelle est cette charge, en fait vous allez être plus résistant en fait, hein, tout simplement. Après, là où ça peut devenir contre-productif, c'est si vous faites votre séance d'antagoniste à RPE 10 sur 10, donc que vous forcez à fond sur tous les exercices et qu'après vous allez grimper, là peut-être que c'est pas le meilleur move et que vous êtes plutôt en train d'aggraver votre risque de blessure. Mais si vous suivez mes recommandations que je vais détailler tout au long de ce podcast, vous allez drastiquement réduire votre risque de blessure, et aussi vous allez avoir une meilleure stabilité, que ce soit au niveau des articulations de l'épaule, du poignet, etc. Et tout ça, ça va vous permettre en fait d'avoir une meilleure transmission de force quand vous grimpez. Combien de fois vous vous êtes retrouvé dans une situation, si jamais c'est votre cas, où vous surpétez toutes les prises, vous êtes hyper fort en tenue de prise, mais dès qu'il faut forcer un peu dans une épaule ou vraiment pousser un peu sur le triceps pour redonner un petit kick de puissance en plus pour faire un mouvement dynamique ou quoi, vous vous retrouvez complètement à la rue. En fait, les antagonistes, ça va vous aider à devenir plus fort dans ces situations-là, et aussi indirectement, si vous êtes plus fort sur les épaules, vous vous blessez moins au niveau des épaules, au niveau du coude aussi. Je parle même pas du golfer elbow, tennis elbow, etc. Parce que ça va aussi avoir un impact là-dessus positif, de travailler ces antagonistes. Donc voilà, la science, elle est claire. Faire de l'entraînement en résistance, si c'est bien dosé, si c'est bien intégré dans un programme cohérent, ça réduit le risque de blessure. En escalade, il y a des déséquilibres qui se créent par la pratique naturelle de l'escalade, qu'on vient essayer un peu de compenser avec ce renfort antagoniste. Et voilà, il y a aussi une logique globale de réduction de risque de blessure au global. Et donc en fait, peu importe la méthode, va y avoir des énormes bénéfices. Donc là, ce dont je voulais te parler précisément dans ce podcast, c'est aussi pourquoi c'est un énorme retour sur investissement de travailler ces antagonistes, parce que c'est très peu fatigant. Vous allez voir là, la séance que je vais vous décrire, c'est une séance qui s'effectue à RPE 7-8 sur 10, donc c'est-à-dire qu'au maximum du maximum, vous êtes à 80% d'intensité, grand max, et c'est une séance où en fait c'est facile de récupérer de ça. Vous n'allez pas avoir d'énormes courbatures, à part peut-être la première ou la deuxième semaine où vous intégrez vraiment les antagonistes si vous partez de zéro. C'est très facile à placer dans son emploi du temps. Pourquoi? Parce que c'est une séance que vous pourrez ou que vous pouvez faire sur un jour de repos. Quand je dis un jour de repos, j'entends que c'est pas une séance reposante, mais un jour de repos off grimpe, on va dire. Même pendant un trip, par exemple, c'est possible de faire par exemple 2 jours de grimpe, 1 jour de repos, et pendant ce jour de repos, au lieu de rouiller, vous faites des antagonistes à RPE 5-6 sur 10 juste pour vous entretenir, on va dire, et pour faire ce qu'on pourrait appeler de la récup active. Vous pouvez même placer votre séance d'antagoniste en fin de séance. Par exemple, imaginons que vous allez à la salle, vous faites du bloc, voilà, je fais une séance plutôt bloc max, et dès que je sens que mon intensité diminue, je vais arrêter ma séance. Par exemple, au bout d'1h30, je sens que ma qualité elle baisse, donc j'arrête ma séance d'escalade au bout d'1h30, et là je prends 10-15 minutes de repos, je prends un peu de glucides, je sais pas, une pomme-pote, une banane, peu importe, et je vais faire ma séance d'antagoniste, où je vais vous la décrire. Là ça dure environ 30-40 minutes grand max. C'est pas du tout contre-productif de le faire après la grimpe.
parce qu'on va être sur des RPE qui sont d'intensité 7, 8 sur 10. Et le but, en fait, c'est une des erreurs que je vais citer à la fin du podcast, c'est pas tant de progresser de manière stratosphérique sur les antagonistes, c'est juste d'avoir une base vraiment solide. Et en fait, c'est peu fatigant, donc RPE 7-8, c'est facile à placer, soit sur un jour off, soit en fin de séance, etc. Et ça a un très gros impact sur la diminution du risque de blessure par rapport au temps que tu investis dans ces antagonistes. Je sais pas comment tu te situes toi personnellement qui écoute ce podcast, mais je suis sûr que tu as déjà essayé de faire des méthodes, on va dire, de récup, comme, je sais pas, aller faire des bains froids, faire des étirements, faire ceci, cela, je sais pas, des huiles essentielles, des massages avec des bacs d'acupuncture ou je sais pas quoi. Et en fait, tu te rends compte que faire tout ça, je dis un truc au hasard, ça te prend 30 minutes dans la semaine. Bah, si au lieu de faire tout ça, tu faisais une séance d'antagoniste dans ta semaine qui est bien placée, avec une logique de surcharge progressive, dans les bonnes intensités, etc., je suis sûr que ça aurait un impact beaucoup plus bénéfique sur la réduction de ton risque de blessure ou d'éventuelles douleurs que tu peux avoir, plutôt que de faire toutes ces méthodes un peu mystiques de récup, comme faire des bains froids, des douches froides, peu importe. Ça, c'est clair et net, et c'est pour ça que je dis que ça a un très gros impact pour très peu de temps. Ensuite, du coup, à quelle fréquence je vais recommander de travailler les antagonistes? Je vous recommande vraiment de les travailler maximum une fois par semaine. Voilà, vraiment, dites-vous que même si vous le faites une fois toutes les 2 semaines, c'est ok, ça suffit largement pour s'entretenir, pour progresser, etc. Une fois par semaine, c'est l'idéal, comme ça vous avez un très bon équilibre. Si vraiment vous avez un emploi du temps serré, que vous avez du mal à caler des séances de renfort en plus, etc., une fois toutes les 2 semaines, ça suffit largement. Tout ça pour dire, en gros, ne vous mettez pas la pression pour absolument faire votre séance d'antagoniste toutes les semaines. C'est pas ça qui va vraiment vous faire progresser en escalade. Ce qui va vraiment vous faire progresser en escalade, c'est l'intention et la régularité que vous allez mettre dans vos séances de grimpe, couplé à du renfort spécifique sur vos facteurs limitants. De ce que je dis dans tous les podcasts, 25% de votre temps, ça doit être du renfort, on va dire, un peu spécifique pour vous faire progresser sur vos facteurs limitants. Et dans ces 25% de renfort, vous incluez évidemment les antagonistes. Et donc voilà, 30-45 minutes par semaine, ça suffit largement sur une séance dédiée. Et ça peut même être en fin de séance de grimpe si vous refaites un petit plein de glucides juste avant, histoire d'avoir quand même un peu d'énergie. Mais voilà, ça c'est pour la fréquence. Une fois par semaine, c'est l'idéal. Une fois toutes les 2 semaines, ça reste ok si vraiment vous n'avez pas le temps. Et après, dans de très rares cas, mais là je ne vais même pas m'attarder là-dessus, si vraiment vous avez un gros retard là-dessus, que vous avez besoin de faire un gros travail là-dessus, jusqu'à 2 fois par semaine. Mais dans ces cas-là, en fait, limite, ça remplace vos séances de renfort escalade spécifique si c'est vraiment votre point faible. Donc ce serait un cycle d'antagoniste, si je fais un gros raccourci. Et là, du coup, ce serait vraiment adapté à votre cas particulier. Mais j'ai jamais vu quelqu'un à qui j'ai vraiment programmé 2 séances d'antagonistes parce qu'il avait vraiment un retard énorme sur les antagonistes. Donc voilà, dites-vous fréquence, une fois par semaine, 30-45 minutes. Et là, du coup, je vais passer sur l'exemple de séance en lui-même. Je le rappelle, vous avez juste à m'envoyer antagoniste sur Instagram ou sur Léo Pazek ou sur le compte Ascension. Je vous partage le plan de séance. Il y a tous les détails. Et de toute façon, si vous avez la moindre question, une fois que je vous ai partagé le plan, vous pouvez toujours me renvoyer un message pour me demander des précisions, etc. Donc je commence tout simplement. L'échauffement classique, circuit training ou routine mobilité, ou si vous le faites en fin de séance d'escalade, vous n'avez même pas besoin de vous rééchauffer spécifiquement, vous allez juste faire une série un peu plus légère sur chaque exercice pour vous échauffer spécifiquement sur cet exercice-là, mais du coup je passe très rapidement sur l'échauffement, vous gardez plus ou moins le même échauffement que vous faites avant d'aller grimper, vous supprimez juste les doigts à la limite parce qu'il n'y aura pas de doigts dans cette séance d'antagoniste, mais vous gardez quand même un bloc de traction, un bloc de poussée avec des pompes par exemple, du gainage et des jambes avec des Cossack squats par exemple et du quart de front pour le gainage, peu importe. Mais voilà, l'échauffement il dure 5 minutes sous forme de circuit training, pas besoin de plus, je passe très rapidement là-dessus. Si vous avez besoin de plus de précision, n'hésitez surtout pas à soit m'envoyer un message, soit à réécouter le podcast sur l'échauffement. Donc ensuite je passe directement sur le premier exercice de la séance, c'est du wrist curl avec aussi un certain engagement des fléchisseurs des doigts. Donc en fait c'est de la flexion de poignet tout simplement. Vous faites du coup 2 séries par bras. Donc 2 séries bras droit, 2 séries bras gauche, entre 6 et 10 répétitions, à une intensité perçue de 7-8 sur 10 grand max en termes de charge. Vous prenez 30 secondes de repos entre les bras et vous marquez 1 seconde de temps de pause en haut et en bas de chaque répétition. Si, là je vous parle chinois quand je vous parle de flexion de poignet, de temps de pause en haut, en bas, etc. Vraiment, envoyez-moi le mot antagoniste sur Instagram, je vous envoie le plan de séance, il y aura les vidéos de tous les exercices, mais là du coup je vais quand même juste le détailler à l'oral pour ceux qui écouteraient le podcast, je sais pas, en conduisant ou peu importe, mais voilà, vous pouvez avoir le récap juste en m'envoyant le mot-clé sur Instagram, c'est totalement gratuit, je le précise aussi. Et donc voilà, donc pour ce premier exercice du coup, fléchisseur des poignets avec un certain engagement aussi des fléchisseurs des doigts, pour faire un peu de mobilité, pour faire vraiment très simple. Mais voilà, 30 secondes de repos entre les bras, qu'est-ce que ça veut dire? Ça, c'est quelque chose qui est souvent mal compris. C'est que vous faites le bras droit, vous prenez 30 secondes de repos,
vous faites le bras gauche, vous prenez 30 secondes de repos. Ça évite en fait de faire droite-gauche sans temps de repos et de prendre 2 minutes de repos, parce que en fait quand vous faites ça, il y a un petit peu d'influx qui se perd dans votre bras droit et qui va impacter un peu négativement votre bras gauche. Je ne vais pas rentrer dans les détails, pareil c'est un épisode flash, mais voilà, c'est par rapport à des histoires de récup nerveuse, mais après là dans tous les cas vous êtes à RPE 7-8, donc ça n'a pas un impact significatif. Mais voilà, par contre, marquez bien les temps de pause en haut et en bas de chaque répétition. Ça, c'est vraiment ce qui fait la différence sur le contrôle et sur les gains que ça va vous apporter. Ensuite, du coup, vous faites le mouvement opposé, c'est-à-dire du reverse wrist curl, donc des extensions de poignet. Et là, pareil, même consigne, 2 séries par bras, 6 à 10 répétitions, RPE 7-8 sur 10 grand max, à la charge la plus élevée possible pour rester dans le RPE cible. 30 secondes entre les bras, 1 seconde de pause en haut et en bas du mouvement. C'est vraiment l'idéal. Donc là, voilà, en 5 minutes, hein, si vraiment je schématise, vous avez travaillé vos fléchisseurs des poignets, vos extenseurs des poignets, votre poignet est plus fort, plus stable, vous avez moins de risque de blessure. Ça peut même augmenter indirectement votre force doigt, parce qu'il y a ce qu'on appelle la co-contraction, ou si vous avez des extenseurs qui sont forts, ça va avoir un impact positif sur votre potentiel de force au niveau des fléchisseurs. Donc voilà, si vraiment vous n'avez pas le temps et que même vous voulez juste augmenter un peu votre force doigt, vous calez juste ces 2 exercices-là 1 ou 2 fois par semaine si vous en avez vraiment besoin. Ça peut vous débloquer aussi un palier de progression sur la force doigt lié à une stabilité de poignet qui sera supérieure. Ensuite, du coup, on passe aux dips. Alors, si vous n'avez pas le niveau pour faire des dips, c'est précisé là dans le fichier, mais vous faites juste des pompes. Et après, voilà, les consignes particulières pour les pompes, vous avez juste à relire le fichier. Mais là, je vais parler du coup des dips parce que c'est un standard qu'on essaye de faire atteindre un peu à tous nos clients, et enfin à nous aussi quand on s'entraîne. 4 séries de dips avec 2-3 répétitions en réserve à chaque série, donc RPE 7-8 max, au poids de corps. Après, voilà, si votre poids de corps est trop élevé en termes de RPE, et bien en fait vous avez juste à vous délester tout simplement avec un élastique. 3 minutes de repos entre les séries, ça peut paraître beaucoup 3 minutes, mais je vais vous dire quoi faire concrètement pendant ces 3 minutes. 1 seconde de blocage en haut et en bas de chaque répétition, c'est hyper important. Et donc là sur les dips, l'idée c'est de garder les coudes proches du corps pour vraiment engager un peu plus les triceps et les épaules que les pectoraux, pour plein de raisons, mais je vais y revenir juste après. Je vous ai dit que 3 minutes de repos entre les séries, c'était un peu long. Qu'est-ce que vous faites pendant ces 3 minutes de repos? Vous verrez tout en bas du plan de séance, il y a écrit étirement de la grenouille, 4 séries de 1 minute. Et donc du coup, j'ai mis dans les consignes à faire pendant le repos des dips. C'est-à-dire que voilà, vous faites votre série de dips, imaginons j'ai fait 10 répétitions, je lance un chrono de 3 minutes. Pendant ces 3 minutes, je dois faire 1 minute d'étirement en grenouille pour mon ouverture de hanche. Et après, je me repose le reste des 2 minutes. Et comme ça, en fait, vous calez vos étirements dans votre séance de renfo. C'est hyper simple, ça vous fait gagner du temps. Et vous vous reposez assez entre les séries de dips, donc c'est parfait. Ensuite, suite aux dips, on passe aux rotations externes en unilatéral, en amplitude complète. Et là, du coup, vous faites 3 séries par bras, donc c'est avec halter, entre 6 et 10 répétitions, RPE 7-8, ça c'est vraiment quelque chose qui revient à tous les exercices. Pareil, maximum de charge au RPE indiqué, 30 secondes entre les bras, 1 seconde de blocage en haut et en bas du mouvement. Et ça, du coup, ça travaille votre force de l'épaule en rotation externe. Donc du coup, ça vient entre guillemets un peu compenser le fait que l'escalade surentraîne la rotation interne et que la plupart des gens sont faibles en rotation externe pour avoir un très bon équilibre au niveau de la coiffe des rotateurs. Ça, c'est vraiment hyper important. Je ne l'ai pas forcément mentionné dans l'intro ou quoi, mais avoir une coiffe des rotateurs qui est forte, c'est réduire énormément son risque de blessure, et cet exercice-là, il est là pour ça aussi. Ensuite, on passe du coup au développé militaire. Donc le développé militaire, c'est juste quand vous prenez un haltère et que vous le mettez au-dessus de votre tête, tout simplement. Donc pareil que pour les rotations externes, 3 séries par bras, entre 6 et 10 répétitions, RPE 7-8 sur 10 grands max, au maximum de charge possible, 30 secondes de repos entre les bras, 1 seconde de blocage en bas et en haut du mouvement. Et là, une intention intéressante qu'il faut avoir, c'est vrai que je ne l'ai pas dit sur les dips, mais c'est un peu la même intention que pour le développé militaire. Il faut avoir une intention de vitesse maximale sur la phase concentrique du mouvement. Donc pour les dips, c'est la phase où vous allez pousser, donc où vous allez remonter. Et pour le développé militaire, c'est pareil, c'est la phase où vous amenez l'haltère au-dessus de votre tête. Si vous avez une intention de vitesse maximale, qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire que vous dites à votre cerveau, là tu bouges l'haltère le plus vite possible. Voilà, je veux pousser l'haltère jusqu'au nuage. Là, tu montes l'haltère le plus vite et le plus fort possible. Vous allez entraîner aussi vos connexions nerveuses, pour faire très simple, et vous allez énormément progresser sur plein d'aspects. Donc voilà, ça c'est pour les développés militaires. Et du coup, vous développez votre force de poussée de manière globale, et votre stabilité d'épaule, parce que pour stabiliser le poids au-dessus de la tête, mine de rien, ça travaille quand même la coiffe des rotateurs en stabilité. Ensuite, on passe aux jambes. Très important de ne pas négliger les jambes. Vous verrez, là j'ai mis des pistol squats. Si vous êtes trop faible pour faire des pistol squats, vous les faites de manière assistée. Donc comment faire un pistol squat assisté, pardon. Vous prenez par exemple un TRX ou une paire d'anneaux ou juste un poteau à côté de vous ou une chaise.
et vous vous délestez avec le support pour faire par exemple que la phase excentrique du mouvement. Vous ralentissez la descente pendant 5 à 10 secondes et vous allez énormément progresser du coup sur les pistol squats. Ça vous fait progresser aussi énormément en termes de mobilité. Petite consigne particulière sur les pistol squats, donc je vous conseille de faire 3 séries par jambe avec maximum 5 répétitions par jambe par série. Pourquoi pas plus que 5? Parce que souvent plus que 5 ça sert à rien. Vous allez faire de l'hypertrophie qui est inutile. Donc en gros vous allez prendre de la masse au niveau des jambes mais qui n'a pas trop d'intérêt en termes de force. Voilà, tout simplement. C'est aussi dans une logique d'optimisation de votre rapport poids-puissance. Vous prenez 30 secondes de repos entre les jambes. Si vous pouvez rajouter du lest, donc si vraiment c'est facile de faire 5 répétitions au poids de corps, vous rajoutez du lest, mais ne rajoutez jamais plus que 10 kg. Il n'y aura jamais besoin de beaucoup plus de force au niveau des jambes pour grimper. Et ça vous donnera déjà une base hyper solide. Et à moins d'un projet spécifique en dalle où il faut vraiment faire un pistol squat à vitesse concentrique de 10 secondes sur la concentrique, sur une micro prise de pied ou quoi, vous n'allez jamais être limité par votre force de jambe si vous savez faire 5 pistol squats, lestés 10 kg. J'en suis sûr et certain. Et petite consigne particulière, vous marquez 3 secondes de pause en bas de chaque répétition. À quoi ça sert ça concrètement? Ça sert à vous faire travailler votre mobilité en amplitude active, où vraiment voilà, vous êtes en bas du mouvement, vous avez de la charge via votre poids de corps ou via le lest additionnel, et vous allez devoir contrôler vraiment cette force dans cette amplitude. C'est vraiment hyper important de marquer ça à chaque répétition. Donc là, ça vous fait travailler concrètement aussi votre force de jambe. Ensuite, dernier exercice de la séance, détente verticale, juste des sauts. Voilà, il y a les détails en vidéo, mais vous allez juste faire des sauts, tout simplement sur place, sauter le plus haut possible. 3 répétitions, 3 séries au poids de corps, intention de vitesse max, intention de hauteur maximale, 1 minute de repos entre les séries. Voilà, ça travaille votre puissance et votre explosivité. Il y a tous les détails en vidéo. Et donc je l'ai déjà cité pour le repos des dips, mais je le recite. Si vous n'avez pas eu le temps de faire vos étirements pendant le repos des dips, vous faites vos étirements en fin de séance. 3 à 4 séries de grenouilles, 1 minute d'étirement, 30 secondes de repos, et vous poussez vraiment fort vos fesses en arrière vers le sol. C'est hyper important du coup pour travailler votre souplesse de hanche et des adducteurs. Donc là, si je fais vraiment un récap de pourquoi c'est intéressant de travailler les antagonistes et comment les travailler, vraiment c'est intéressant pour plein de raisons, mais raison numéro 1, pour réduire son risque de blessure. Raison numéro 2, si vous vous blessez moins souvent, forcément vous allez plus progresser, donc ça augmente votre performance de manière indirecte. Si vous avez un facteur limitant comme par exemple la stabilité d'épaule ou la stabilité de poignet, vous allez augmenter votre performance en grimpe directement via ce facteur limitant que vous allez un peu supprimer ou améliorer. Donc voilà, il y a plein d'avantages à travailler ces antagonistes. Et concrètement, comment le faire? Vous faites le plan de séance type que je vous ai mis là. Vous avez juste à m'envoyer antagoniste sur Instagram, sur Léo Pazek ou sur Ascension. Je vous envoie le plan. Vous faites un copier-coller, vous essayez, éventuellement vous me faites un retour si y a des exercices qui sont adaptés ou quoi que ce soit. Mais voilà, là j'ai vraiment mis un plan vraiment général pour la plupart des gens où normalement il n'y a pas de problème pour faire cette séance-là, même en termes de matériel. Vous avez juste besoin de barres à dips et d'une paire d'haltères. Et si vous n'avez pas de barres à dips, vous avez juste à le faire sur des anneaux. En général, c'est assez facile d'accrocher des anneaux à la maison, que ce soit sur une barre de traction ou quoi. Et si vraiment vous n'avez pas d'anneaux, pas de barres à dips, là, soit vous allez à la salle de sport, soit vous allez dans un parc de street workout, ou soit vous faites juste des pompes, et ça peut même être des variantes de pompes comme des handstand push-up ou quoi, où vous n'avez pas besoin de matériel, mais vous allez quand même forcer fort au niveau des épaules, en inclinant plus ou moins votre buste, pour faire très très simple. Et donc du coup, dernière partie, vraiment les erreurs à éviter pour les antagonistes. La première erreur selon moi, c'est d'en faire trop, c'est-à-dire de là demain tu découvres cette séance antagoniste et tu te mets à la faire 2 fois par semaine et lester beaucoup trop lourd sur les exercices, etc. Et te dire que tu veux faire ton record en dips à chaque séance sur les dips lestés ou quoi. C'est pas du tout l'idée. L'idée, c'est vraiment de faire juste ce dont tu as besoin. RPE 7-8 sur pas beaucoup de séries. Là, il y a maximum 4 séries pour les dips, 3 séries pour le reste, 2 séries pour les fléchisseurs. Donc voilà, c'est entre 2 et 4 séries. Ça dure très peu de temps, c'est entre 30 et 45 minutes en fonction du temps que ça prend, aussi par rapport au temps d'échauffement. Mais voilà, erreur numéro 1, vouloir en faire trop, même si tu penses là que tu as un point faible vraiment sur les antagonistes, fais-le juste 1 fois par semaine avec de la surcharge progressive, tu n'as pas besoin de beaucoup plus, ça te fatiguera pas beaucoup pour ta grimpe et tu auras beaucoup d'effets positifs et tu n'auras pas du coup les effets négatifs des erreurs à éviter. Donc première erreur, en faire trop. Deuxième erreur, charger trop lourd, tout simplement. Donc là j'ai mis à chaque fois RPE 7-8. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement RPE 7-8 ? Ça veut dire que vous devez forcer à 70-80% en termes d'intensité perçue. Je l'ai dit pour les dips, mais on peut aussi compter ça en termes de répétition en réserve. Qu'est-ce que c'est une répétition en réserve? Ça veut dire que, imaginons, mon max du max, c'est 10 répétitions en dips. 2 répétitions en réserve, ça voudrait dire que je m'arrête à 8 répétitions.
je sais que je peux en faire 10, mais je m'arrête à 8 de manière volontaire. Après ça, c'est très dur à estimer si vous êtes un peu débutant, que vous n'avez pas de notion de qu'est-ce que c'est vraiment votre max, etc. Mais voilà, dites-vous que déjà, juste si vous faites 4 séries de 10 répétitions en dips, même si vous êtes à RPE 5-6, ça suffit largement pour entretenir ses épaules, sa mobilité, ses coudes, etc. Et vous n'avez pas besoin d'en faire beaucoup plus, de charger très très lourd. Pour que vous ayez une idée aussi en termes de ratio, moi ce que j'aime bien dire, c'est que dans un monde idéal où vraiment vous avez le temps de vous entraîner, que vous n'avez pas trop de déficit, etc., avoir le même lest en traction lestée et en dips lesté, c'est intéressant. C'est-à-dire que si votre max en traction lestée c'est 50 kg de lest, vous devriez être capable de lester assez facilement jusqu'à 50 kg sur une répétition en dips, donc d'avoir un RM, une répétition maximale en traction et en dips qui soit plus ou moins égal. Après, c'est pas parce que vous avez ça que votre niveau de grimpe il va exploser. Ça veut juste dire que vous avez un équilibre physique global qui est bon et que vous avez peu de risques de blessure de manière globale, si vraiment vous avez un ratio comme ça. Après, voilà, si votre max en traction c'est 50 kg et que votre max en dips c'est 20 kg, ça reste ok aussi. C'est pas parce que vous êtes faible en dips que vous allez mal grimper. C'est pas du tout ça que je suis en train de dire. Je dis juste que plus vous avez un équilibre, mieux c'est. Ça c'est hyper important. Et après, dernière erreur à ne pas faire selon moi, c'est de complexifier inutilement. Voilà, là si tu veux vraiment pas te prendre la tête et que tu veux être sûr de faire les bonnes choses, tu copie-colles le plan de séance que je t'ai mis là, tu adaptes juste les charges, les répétitions, etc. et le moment où tu fais cette séance dans la semaine à ton emploi du temps et à tes capacités physiques, et ce sera largement suffisant. Il n'y a pas besoin de faire très complexe, de faire des séances qui sont à rallonge avec plein d'exercices de mobilité, etc. Pour la plupart des gens, ça va être inutile parce que l'impact sur la performance, il va être juste du fait que tu vas te blesser moins souvent, et si tu te blesses moins souvent, tu es plus constant et tu progresses plus sur du long terme. Donc pour conclure vraiment tout ce podcast un peu sur les antagonistes, c'est pas une séance qu'il faut voir comme une séance bonus, c'est vraiment un vrai investissement sur le long terme, sur ta santé articulaire, ta santé musculaire, ton équilibre postural, etc. Et aussi un investissement sur ta performance sur le long terme, parce que si tu ne te blesses pas, sur du long terme, tu progresses plus que quelqu'un qui va se blesser au bout de 2 ans parce qu'il a les épaules qui sont complètement vers l'avant et qui sont hyper faibles en rotation externe par exemple. Ça c'est une certitude. Et du coup, vraiment, garde en tête que plus cette séance-là, elle est simple et plus tu es régulier sur cette séance. Donc si tu le fais juste une fois par semaine, c'est parfait. Si tu le fais une fois toutes les 2 semaines, c'est ok aussi. Ça a un énorme impact positif sur ta progression. C'est un peu ce qu'on pourrait appeler la loi de Pareto, pour ceux qui connaîtraient. C'est en gros une loi qui dit que 20% des efforts que tu vas faire, peu importe le domaine, t'amènent en gros 80% des résultats. Pour les antagonistes, là, c'est un peu la même chose. 30 minutes par semaine, c'est vraiment 20% des efforts et 80% des résultats, tu les obtiens avec juste cette séance de 30 minutes, si j'arrondis. Donc c'est vraiment ça qu'il faut avoir en tête et la conclusion globale de ce podcast. N'hésitez surtout pas du coup à m'envoyer antagoniste sur mon compte Insta, du coup Léo Pazek, ou sur le compte Ascension. Comme ça, je vous envoie la séance directement. D'ailleurs, je viens de rechecker un peu les stats là sur Spotify, je suis devant l'écran. On est littéralement 999 abonnés sur Spotify. Voilà, il manque un abonné. Ça se trouve, c'est toi qui écoutes ce podcast, qui n'est pas abonné. Clique sur s'abonner. Vraiment, pour nous, ça fait une grosse différence en termes de référencement, etc. N'hésite pas à envoyer ce podcast aussi à un ami grimpeur qui a la posture du grimpeur, vraiment les épaules enroulées vers l'avant, qui se plaint tout le temps d'avoir mal aux épaules, qui a les épaules faibles, à ton pote qui a un tennis elbow, un golfer elbow ou je sais pas quelle autre pathologie au niveau du coude, pour lui demander s'il travaille régulièrement ses antagonistes. Donc voilà, partage l'épisode à un ami grimpeur que tu penses que ça peut aider de travailler ses antagonistes, tout simplement. Si tu as la moindre question, tu peux la poser dans les commentaires sur Spotify, sur YouTube. On prend le temps vraiment de lire tous les commentaires, de répondre à tout le monde. C'est hyper important pour moi de faire ça, parce que vous êtes vraiment tu es, toi qui écoutes ce podcast, la personne pour qui je fais ce podcast. Donc si tu as une question, surtout n'hésite pas, je suis vraiment là pour te répondre, ça sert à ça. Et si tu veux vraiment aller plus loin dans ton entraînement avec des séances structurées, un cadre clair en fonction de ton objectif, ton emploi du temps et de toutes tes contraintes liées à ta vie professionnelle, ta vie personnelle, etc., n'hésite surtout pas à réserver un appel pour démarrer un suivi personnalisé avec l'équipe Ascension. Il y a tous les liens qui sont dans la description. Le premier appel, il est gratuit. Mais pour faire très simple, si tu as un objectif clair, que tu as des facteurs limitants qui te limitent vraiment et où tu es plus ou moins conscient de ces facteurs limitants, et que dans ces facteurs limitants, il y a ton emploi du temps, ta régularité, ta motivation et par exemple une qualité physique, peu importe, par exemple la force d'oie, et que tu sais que tu peux grimper plus ou moins 3 fois par semaine et t'entraîner plus ou moins 2 fois par semaine en plus avec des petites séances de renfort, nos suivis ils vont être parfaitement adaptés à toi. Donc n'hésite surtout pas à réserver ton appel, le lien est dans la description. C'est tout pour cet épisode flash. N'oubliez pas aussi que dans les liens dans la description, il y a les liens de nos sponsors. On a des 25% de réduction sur le matériel YY. On a 10% de réduction sur NutriPure sur votre première commande pour les compléments alimentaires. N'hésitez pas si vous avez des questions aussi sur les compléments alimentaires, je suis là pour y répondre.
Donc voilà, il y a plein de liens aussi de sponsors dans la description, des choses qui peuvent vous impacter concrètement. Voilà, là si vous achetez une poutre ou un peu de matériel, je sais pas, des élastiques pour vous délester ou quoi que ce soit, on a des codes promo du coup de réduction chez YY et tout ça. Donc si on peut vous en faire profiter, c'est tant mieux. Et c'est tout pour cet épisode Flash numéro 32 sur les antagonistes. N'hésitez surtout pas à me faire un retour. C'était Léo et on se voit la semaine prochaine pour le prochain épisode. Ciao ciao.